Bonjour Bertrand Kieffer. Bonjour. Vous êtes médecin, éthicien, rédacteur en chef de la revue médicale suisse. J'aimerais savoir ce que vous a inspiré ce reportage. Eh bien, on sent quand même, c'est assez partagé ce que ça m'inspire. On sent une crise de société quand même, si on a besoin de louer ainsi des amis, à part ça, le mot ami est évidemment un abus de langage, ce n'est pas vraiment des amis, de louer d'autres êtres humains pour entrer en relation avec eux, c'est quand même le signe de quelque chose d'un peu étrange. Mais d'un autre côté, je dois dire que c'est tellement important, les études actuelles montrent que les relations sociales sont tellement importantes dans notre vie, et pas seulement pour le bonheur ou le bien-être, mais aussi pour la santé. C'est tout aussi important que de faire du sport ou ne pas devenir obèse. La solitude est vraiment toxique, que je trouve bien qu'il y ait toute forme de nouveaux types de relations qui soient possibles et qui se développent. Donc à la fois, je trouve que c'est un peu le signe d'une crise et en même temps, quelque chose qui vit aussi, et ça montre que les Japonais essaient de trouver des solutions. On reviendra à ces études que vous mentionnez parce que vous avez écrit un article récemment là-dessus. C'est aussi à ce titre-là qu'on vous a invité. Alors, on l'a entendu dans le reportage, en Suisse, il y a aussi un site Rental Friend. On a essayé d'entrer en contact avec certaines de ces personnes qui se mettent en location. Il se trouve qu'encore aucune n'a eu de demande. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de clients pour ça en Suisse. En tout cas, peut-être parce que ce n'est pas assez connu. Mais est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vraiment c'est le signe d'une société un peu particulière au Japon ? Oui, au Japon. Je pense qu'ils ont moins de tabous par rapport à une certaine marchandisation de ça. Mais c'est marrant, mais cette marchandisation me choque peu parce que, encore une fois, c'est tellement important. Le seul problème, c'est que c'est de nouveau les gens qui ont de l'argent qui peuvent essayer de sortir du trou de la solitude et comme l'a décrit par exemple la première personne là, commencer à réapprendre ou à apprendre quel type de réaction on suscite chez les autres. Cette espèce de pédagogie, c'est pas tout à fait de la thérapeutique, c'est pas comme le médecin dont on sait d'ailleurs, le médecin, que quand il écoute les patients, simplement l'écoute de qualité thérapeutique, soigne. Mais là, c'est aussi que la personne puisse apprendre, réapprendre un petit peu les gestes du lien social, les paroles, quels effets ça fait sur l'autre, dans une certaine liberté. Alors en Suisse, je pense qu'on a davantage de tabous là-dessus. Et peut-être, alors, c'est suggéré aussi dans le reportage, que la tradition des geishas, qui sont des prostituées, mais dont l'éducation et le discours sont très importants, peut-être que ça facilite ça chez eux. Bonjour Barbara Bianchi. Bonjour. Alors vous ne louez pas des amis, mais vous êtes directrice d'une association qui s'appelle Lecture et Compagnie et qui propose du temps à partager avec des bénévoles pour des promenades, de la lecture, jouer à des jeux de société, etc. Donc vous proposez des personnes qui vont passer du temps avec d'autres. Quel est l'objectif en fait avec cette association ? Alors en fait, moi quand j'ai créé cette association en 96, c'était pour développer le concept qui consiste à pallier la solitude auprès de toutes ces personnes, qu'elles soient malades, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes, handicapées. Il y a vraiment tout, si vous voulez, le dénominateur commun, c'est la solitude. Pallier la solitude et en même temps faire quelque chose d'intellectuel pour que les méninges, le cerveau soient toujours en activité. C'est ça le concept de l'association. Alors, je ne sais pas ce que je peux penser du reportage que j'ai vu. J'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs. Est-ce que c'est mal de payer quelqu'un ? Moi, je crois que c'est pas mal non plus. Je crois que c'est pas mal parce que ça permet aussi ça permet une relation humaine que ce genre de personnes n'arrivent pas à avoir autrement, peut-être. Mais d'ailleurs, votre association, enfin le bénévolat des personnes qui se proposent, c'est pas tout à fait gratuit, c'est-à-dire qu'ils sont défrayés et puis vous prenez aussi une petite somme pour l'organisation. Donc les personnes qui ont recours à votre association, elles payent. Pourquoi ? Alors elles payent selon leurs moyens. Parce que nous, on vous avait parlé de ceux qui ont les moyens ou pas. Effectivement, nous, je ne voulais pas faire une association qui n'apporte un bien-être qu'à des personnes qui ont les moyens. Donc en fait, on a plusieurs tarifs et les gens qui sont indigents ou qui n'ont pas assez de moyens, qui ne peuvent pas se payer vraiment ce service, ils vont payer beaucoup moins cher. C'est carrément... Mais si on a les moyens, ça coûte combien à peu près pour 1 heure ou 2 heures ? C'est 2 heures. C'est toujours 2 heures. Ce sont des prestations de 2 heures. On va chez les gens, on va dans leur lieu de vie, qu'ils soient en EMS ou qu'ils soient à la maison, en hôpitaux, en clinique, dans les foyers handicap. Et les gens vont payer 50 francs
les 2 heures, donc c'est par prestation de 2 heures, plus un défraiement qu'on va rendre au lecteur qui est bénévole de 6 francs, c'est-à-dire un TPG aller-retour. D'accord. Voilà. Par contre, les gens qui n'ont pas les moyens ne vont payer que 10 francs, plus un TPG aller-retour. Donc ça permet quand même voilà, il y a une grosse différence entre les uns et les autres. Après, on peut encore faire des tarifs autres, mais disons que ceux-là, c'est les 2 principaux. Bertrand Kiffer, le fait qu'il y ait transactions financières, là, c'est dans le cas de cette association, mais là, dans le reportage que l'on a vu au Japon, le fait de payer quelqu'un pour passer du temps avec lui, est-ce qu'on peut parler d'amis? Vous disiez au début, il y a un abus de langage, mais finalement, qu'est-ce qui définit l'ami? Oui, non, l'ami, c'est autre chose. C'est quand même quelqu'un avec qui on a une relation dans la durée, avec certaines exigences de la relation et qui apporte d'autres choses. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant chez les humains, c'est qu'on a besoin de toutes sortes de relations, d'amis plus ou moins intimes, plus ou moins proches, y compris de relations comme ça, un peu plus distantes. Mais à part ça, nous, les humains, on n'interagit jamais de façon simple. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on paye quelqu'un qu'il ne va pas y avoir un rapport de séduction, qu'il ne va pas y avoir d'autres choses qui passent, toutes sortes de choses. On est toujours entre humains, c'est ça qui nous caractérise. On ne peut jamais simplifier ça. Donc, en tout cas, c'est moins un abus de langage que d'appeler ami quelqu'un avec qui on a un lien sur Facebook. Alors là, je trouve que ce n'est pas des amis. Là, on loue pas un ami, on loue une relation humaine, mais une relation humaine, ce n'est pas rien. C'est pas un objet, c'est vrai. C'est quelqu'un qui va s'impliquer, mais même, à part ça, même une prostituée s'implique. Elle essaie pas trop, mais il y a toujours une relation humaine. Toujours une relation plus ou moins empathique, d'échange d'émotions. C'est ce qui compte d'ailleurs beaucoup chez les personnes seules, c'est d'avoir des émotions, de comprendre comment se passent les émotions. Beaucoup se passe là-dedans. Donc, je pense qu'on paye, mais que ça va bien au-delà de juste ce qu'on paye. Bon. D'ailleurs, si je peux me permettre, allez-y. Je voulais dire que nous attribuons, à partir du moment où nous attribuons une personne, donc un lecteur, nous on les appelle des lecteurs parce qu'on fait de la lecture autant que des jeux intellectuels ou autres, ou des promenades, et ces personnes vont toujours être les mêmes à aller chez les personnes qui se font la demande. Parce que nous ce que nous recherchons, c'est que justement ça devienne une amitié. Vous voyez, dans ce sens-là, c'est important. Et le fait qu'il y ait un contrat quelque part de prestation, enfin voilà, que ce soit vraiment une personne qui se déplace 2 heures dans la semaine, ça n'empêche pas, le côté prestation n'empêche pas le lien amical de se tisser? Alors non, pas du tout, ça n'empêche pas. Au contraire, on va réclamer, si le lecteur est malade par exemple, on va proposer un remplacement à la personne, mais c'est vrai qu'elle va regretter. Donc je veux dire, il y a quelque chose qui se crée, qui se fait naturellement au fur et à mesure des semaines et même des années, parce qu'on a des gens depuis des années. Et vous n'empêchez pas vos lecteurs de passer du temps hors de leur temps de prestation avec les personnes avec qui... Parce qu'on entend dans le reportage que c'est interdit. Oui, absolument. Nous ne l'interdisons pas. Du moment qu'ils continuent dans l'association selon nos petites règles, s'ils ont envie de passer un dimanche avec la personne, ou si la personne réclame un dimanche, nous faisons des prestations de 2 heures. Donc, ils ont tout à fait la possibilité de compléter par une journée, par une soirée, voilà, sans problème. Vous nous avez dit, Barbara Bianchi, que les personnes qui s'adressent à vous, généralement, sont des personnes isolées, souvent pour des raisons de santé ou un handicap, etc., ou par l'âge. Là, ce qui frappe Bertrand Kiffer dans ce reportage, c'est que ce sont des personnes très jeunes, finalement, qui s'adressent à ses amis en location. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière à la solitude. Non, il n'y a pas de frontière à la solitude. C'est vrai. Et elle fait probablement autant souffrir les jeunes que les adultes. Et dans nos sociétés, puis alors là, en plus, il parle de l'intolérance de la société à la solitude, qui renforce encore les effets toxiques à la solitude en tant que telle, quand la société discrimine encore les personnes seules, parce qu'elles ne peuvent pas participer à toutes sortes d'activités. C'est le cas au Japon, c'est un peu moins le cas chez nous. Chez nous, on est aussi peut-être encore plus dans une société d'individualisme consommateur où on valorise beaucoup l'individualisme, on valorise beaucoup l'autonomie. D'ailleurs, même en éthique, on dit l'autonomie, c'est fondamental. Mais l'autonomie, ça ne veut pas dire être capable de vivre seul. L'autonomie, ça veut dire être capable de se faire des amis, d'exister dans un système de relations humaines, mais pas d'avoir les capacités de vivre tout seul. Parce qu'au fond, on se rend compte qu'il y a pratiquement très peu de gens qui vivent heureux, qui vivent bien tout seuls. La solitude est quand même très rarement voulue en tant que telle. Et d'ailleurs, dans les études que vous mentionniez au début de cette émission et que vous avez citées dans votre article, il en résulte que la solitude tue autant que le tabac et plus que l'obésité.
autant que le tabagisme moyen, mais plus que l'obésité. Alors ça, encore une fois, ça fait longtemps qu'on se doute que les liens sociaux et la solitude à l'envers jouent un rôle dans la santé, mais les études les plus récentes montrent que ce rôle est bien plus important que ce qu'on imaginait. Et qu'au fond, plutôt que de dire aux gens, vous devez courir, bien manger, etc., ne pas fumer, on devrait en tout cas ajouter et soigner vos liens sociaux. Ça a une valeur pour votre bonheur et pour votre espérance de vie et votre santé. Alors ça, c'est vraiment assez nouveau. Il faudrait l'ajouter dans la médecine. Mais en plus, évidemment, c'est un enrichissement humain. Mais voilà. Oui, mais physiologiquement, qu'est-ce qu'il y a de vital dans le lien amical ou dans le lien social? Mais il y a plusieurs aspects. Alors, il y a vraiment un aspect simplement cognitif. On a besoin de ça. Par exemple, la mémoire marche beaucoup aux émotions. Si on ne vit aucune émotion en une journée parce qu'on est seul, les émotions se créent dans les liens. On n'arrive pas à accrocher la mémoire à des choses et le cerveau se ralentit dans son fonctionnement. Il y a aussi que quand on vit à plusieurs, par exemple, on mange mieux, on fait plus d'efforts pour se tenir soi-même, parce qu'on côtoie des gens. Donc ça, c'est aussi un facteur très important de santé. Et puis, il y a des facteurs endocriniens qu'on maîtrise mal, mais quand on est dans des rapports humains, et alors ça n'apparaît pas sur Internet, quand on chatte toute la journée sur Facebook ou des réseaux sociaux, on n'a pas ces sécrétions d'endorphines, d'ocytocine, de toutes sortes de molécules dans le cerveau et dans le corps qui nous font du bien, semble-t-il, et qui sont là quand on vit humainement, qui passent par les odeurs, les relations complexes qu'on a les uns avec les autres. Le lien, c'est chimique aussi. C'est aussi chimique, c'est un peu tout ça en même temps. Ça n'avait pas l'air de vous étonner, le résultat de cette étude, Barbara Bianchi, ce lien entre solitude et mortalité? Non, tout à fait. D'ailleurs, du côté bénévolat aussi, on parle de bien-être pour les personnes qui ont décidé de faire du bénévolat. Aussi une longévité. Ça va dans les deux sens, aussi bien pour les bénévoles qui donnent de leur temps que pour les personnes qui reçoivent. Nous, on a aussi des gens de tous les âges qui vont faire partie des bénévoles. Et c'est vrai que ça leur fait un bien fou parce que souvent, on a aussi affaire à des gens qui sont dans la solitude, même si ce n'est pas la même solitude. Disons, on n'est pas au même degré de gravité. Vous me disiez en préparant cette émission que, quelque part, avec ces relations qui se créent, ça permet aussi aux personnes à qui on vient faire la lecture d'avoir des choses à raconter, d'être plus intéressantes finalement pour ses proches. C'est vrai. Ouais. Comment ça se passe? Ils ont, dans ce cas-là, quelque chose à dire, quelque chose qui leur arrive à eux et qui ne leur arrivait plus avant parce qu'ils étaient trop seuls. Donc maintenant, ils sont même contents de pouvoir recevoir la famille, des amis, même les voisins, parce qu'ils sont de nouveau dans le circuit, on va dire. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont de nouveau valorisés aussi. C'est très important au niveau humain, c'est très important au niveau social. Et je crois que dans ce sens-là, on fait beaucoup de bien, sans être des thérapeutes. Non, mais c'est vrai. Le fait de parler, on se construit soi-même en parlant. Et si on parle pas à quelqu'un qui écoute, parce qu'il faut quelqu'un qui écoute pour que ce soit, qu'il se passe quelque chose. On n'a plus de récit de soi-même. C'est souvent en racontant sa journée ou les 3 jours qu'on précédait qu'on comprend ce qu'on a vécu ces 3 jours et qu'on se refait une identité. Mais si on n'a eu personne pour les raconter tout seul, il se passe à peu près rien. C'est très étrange. Mais alors, comme ça. Est-ce que n'importe quel lien fait l'affaire, même tarifé, même dans des conditions de prestation? Est-ce qu'il faut un lien profond, de nouveau, du point de vue de ces études qui font le lien entre solitude et mortalité? Est-ce que la qualité du lien a une importance? Alors, les études montrent que les liens valent toujours mieux que pas de liens. Ça, c'est sûr. Et que le mieux, c'est probablement, mais là, ils ont de la peine à discriminer jusque-là, mais c'est probablement toutes sortes de liens différents. Encore une fois, l'ami intime, à qui on va dire certaines choses, le partenaire, enfin le conjoint, mais aussi des liens un peu plus distants. Et puis, ce rôle vraiment ne semble pas pouvoir être joué par les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi l'autre chose qui apparaît dans les études, c'est que les gens qui ont énormément d'amis sur les réseaux sociaux, de liens, ça n'apporte pas grand-chose au plan humain. Sauf si ces liens-là permettent des liens charnels, humains, enfin des liens réels. Mais en tant que lien virtuel, ils n'apportent pas grand-chose. Il y a même des études qui montrent qu'il y a un lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et le niveau de bonheur, et donc, qui est inversement proportionnel. Inversement proportionnel, oui. Ça, c'est assez bien montré maintenant, assez reproductible. L'humeur. Et si on demande à des gens qui sont assez accros, par exemple, aux liens sociaux, d'arrêter les liens, ils se portent mieux.
Ils se portent mieux dans les jours qui suivent, ils se sentent plus de meilleure humeur, moins Un peu de détox digital et puis ça va mieux. Alors, on peut parler, enfin, si on va du côté du digital, on peut aller jusqu'à la question de la robotique, parce qu'au Japon, comme en Suisse maintenant, mais dans une moindre mesure, les robots commencent à entrer dans les hôpitaux, les EMS en particulier, pour prendre soin des personnes âgées, pour les divertir. Est-ce que des robots qui ont une capacité d'intelligence émotionnelle aussi, d'empathie, est-ce qu'ils peuvent effectivement remplacer des amis ou des liens et puis pallier ce manque de liens sociaux qu'ont certaines personnes? Alors moi, je pense que l'intelligence artificielle, on n'est qu'au début, elle va aller très loin. Mais il y a une chose qu'elle ne pourra pas faire, c'est être des face-à-face pour nous. Parce que le face-à-face suppose l'empathie, suppose de comprendre ce que vit l'autre, et donc suppose d'être soi-même fragile et soi-même mortel. Parce que ce qu'il y a derrière tous nos liens, c'est aussi cette peur de la mort, cette construction autour de nos fragilités, de nos vulnérabilités, et on la construit avec quelqu'un d'autre, parce que cette personne autre est aussi soumise aux fragilités et à une mortalité. Un robot immortel, il ne va pas comprendre ce que je vis, et je ne me dis pas qu'il comprend. Donc il n'y a pas une véritable empathie. Et je crois que c'est fondamental, ça. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de destin commun, d'émotions communes liées à ça. Moi, je crois qu'une machine restera toujours une machine. Même si elle imite bien. Même si elle imite, oui. Même si elle est de plus en plus performante. Ouais. On emmagasine quand même des informations dans ces machines. Peut-être que je me trompe et que dans 200 ans, on dira le contraire et qu'on trouvera autre chose. Mais je crois que l'être humain a besoin d'un être humain en face de lui. Mais comment une machine immortelle peut comprendre ce que je vis moi profondément, la vieillesse, la déchéance liée à ça et la mort à la fin, puisqu'elle n'est pas du tout soumise à ça et à cette espèce d'angoisse qu'on partage tous. Ça, je crois que c'est la grande question. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Barbara Bianchi, ça fait plusieurs années, depuis 99, vous m'avez dit, 96, qu'existe votre association. Comment est-ce que vous avez vu évoluer les choses? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de besoins ou pas vraiment? Je crois que oui. Je crois que la solitude est de plus en plus criante. En tout cas, dans nos grandes villes. Je ne peux pas parler des campagnes parce que j'ai moins d'expérience, mais oui, c'est assez dur. assez difficile. Et on voit des fois qu'on retrouve des gens qui sont morts depuis des jours ou des semaines. Dans notre propre ville de Genève, c'est arrivé plusieurs fois. C'est dramatique. Je vais conclure en vous posant une question toute simple à l'un et à l'autre. Bertrand Kiefer, vous avez combien d'amis? Alors, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai peu d'amis. J'ai quelques amis intimes, oui. Et puis j'ai un bon nombre d'amis un peu plus distants. Mais c'est vrai que chaque ami, d'une certaine façon, joue un rôle différent. Et je ne vais pas dire la même chose à l'un et à l'autre, mais tous m'apportent quelque chose. Et vous, Barbara Bianchi, vous avez combien d'amis? Moi, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Ça dépend de ce qu'on appelle ami. Voilà, c'est ça. Moi, je place le mot ami très, très haut et peut-être beaucoup trop haut par rapport à ce qui existe. Et je ne peux pas dire que j'ai beaucoup... Donc, il y en a peu. J'ai très peu de gens en qui j'ai totalement confiance. Par exemple, pour moi, un ami, c'est quelqu'un en qui on a confiance totalement et c'est réciproque et avec qui on peut, qu'on peut aider. On peut aider n'importe quand, n'importe comment. Ça, je ne crois pas que c'est pas je suis arrivée à ça. C'est pas forcément ceux qu'on voit le plus souvent, ouais, c'est ça. C'est vrai aussi, ouais. Par contre, alors des copains, moi j'appelle ça plutôt des copains, qui peuvent être aussi intimes, hein, je veux dire. Là, on en a plus. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.